Eh bien, bonjour à toutes et tous. Jérémy Pierre Nadal de Région de France. Nous allons démarrer ce webinaire. Vous précisez pour tout le monde que ce webinaire sera enregistré, qu'il permettra d'avoir une trace et un suivi de ce qui sera dit durant cet après-midi. Alors, je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré au bien-être des jeunes lycéens. Un grand merci à vous d'être présents nombreux pour cet échange sur une étude que nous avons réalisée avec le groupe de travail Connaissances et prospectives territoriales de Région de France, que j'ai le plaisir de co-animer avec Jean-Baptiste Chabert, directeur de la délégation Connaissances et planification de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'en profite pour saluer mes collègues des régions qui sont présents. Une étude que nous avons réalisée avec partenariat avec l'Observatoire du bien-être du CEPREMAP. Merci à Mathieu Perrona de s'être rendu disponible pour pouvoir justement nous en faire une présentation. Alors pourquoi peut-être en premier lieu cette étude? D'abord vous dire que cette étude s'inscrit dans la lignée de plusieurs études qui ont été réalisées par notre groupe. Une première sur l'impact de la crise sanitaire sur les régions, une autre sur les complémentarités économiques entre les territoires. Et pour ce qui est du choix d'une étude sur le bien-être des jeunes, bah, il résulte tout simplement d'une large dynamique qui s'est lancée depuis quelques années dans les régions, qui travaillent, qui ont lancé un certain nombre de travaux sur la question du bien-être et de la qualité de vie, à travers un certain nombre d'études et d'analyses territoriales. Donc, dans la deuxième partie de ce webinaire, c'est ce que nous prendrons le temps de regarder avec un peu de recul en explorant les différentes approches de bien-être et de qualité de vie dans les territoires que les régions ont engagés à travers un certain nombre de travaux. Donc, plusieurs régions nous présenteront les travaux qu'ils ont lancés. La région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Occitanie, la région Hauts-de-France pourront nous éclairer sur ces sujets du bien-être et de la qualité de vie dans les territoires. Alors, comprendre ce qui influence le bien-être des populations et comment les politiques publiques peuvent agir justement a été un enjeu majeur, est un enjeu majeur évidemment pour les régions. Et c'est donc dans cet esprit qu'est née l'idée d'interroger plus spécifiquement les lycéens, qui sont évidemment un public important pour les régions au regard de leurs compétences. Comment vivent-ils leur quotidien? Quelles sont leurs inquiétudes, leurs sources de satisfaction? Autant de questions cruciales pour mieux les accompagner dans leur parcours et dans leur évolution personnelle. Alors, pour nous présenter plus en détail les résultats de cette étude, j'ai le plaisir de passer la main à Olivier Bouba-Olga, donc, qui est chef de service études, prospectives et évaluation de la région Nouvelle-Aquitaine, et à Mathieu Perrona, directeur exécutif de l'Observatoire du bien-être au CEPREMAP. Olivier et Mathieu, je vous cède la parole et je serai dans l'animation de cette table ronde accompagnée d'Anne-Sophie Bretodeau de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur qui va aussi nous permettre de répartir un peu les temps à la fois de parole et de questions que vous seriez amenés à poser à l'issue des échanges. Mathieu, Olivier, c'est à vous. Merci. C'est Mathieu qui va prendre la parole en premier. Bonjour à tous, Olivier Bouba-Olga. Donc, Mathieu, je te laisse la parole. Et puis, donc, comme on est nombreux, peut-être aussi, si jamais il y a des questions de compréhension ou quoi, au fur et à mesure d'exposer, n'hésitez pas à plutôt les poser dans l'onglet conversation. Et puis, voilà, on pourra répondre, soit par écrit, soit à l'oral. Mathieu? Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Ouais, c'est bon, impeccable. Super, merci. Merci beaucoup pour cette invitation, Jérémy. Merci à Olivier Bouba-Olga et à toute l'équipe de nous avoir associés à ce passionnant projet dont je vais vous donner ici les principaux résultats. Je laisserai la parole à Olivier pour des aspects que lui et son équipe, en particulier Delphine Barros, que je remercie aussi, ont plus regardé. Je vais donner un petit peu la perspective globale à l'échelle nationale de mon point de vue, donc celui de l'Observatoire du bien-être du CEPREMAP.
peut-être 2 mots de présentation là-dessus. Je suis économiste de formation et je travaille donc au CEPREMA, Centre pour la recherche économique et ses applications, qui est une association loi 1901 sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et administrée par les grandes institutions de la politique publique française. Notre mission est servir d'interface entre la recherche et les administrations publiques. Et c'est à ce titre que nous avons fondé, il y a maintenant près de 10 ans, l'Observatoire du bien-être, face au constat que les mesures de bien-être subjectif que je vais vous présenter dans quelques instants sont prises de plus en plus au sérieux comme outil de pilotage et d'évaluation et de conception de la politique publique dans pas mal de pays et par des institutions comme l'OCDE, par exemple, et pas vraiment en France, alors que nous avons été pionniers en la matière avec la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi. D'où l'idée de remettre ça autour de la table, et plutôt sur la table, et de remettre l'humain et le ressenti au centre de la manière dont on pense et dont on conçoit l'action publique. Et là, aujourd'hui, ce dont on va parler spécifiquement, les lycéennes et les lycéens. Alors, je vais parler de bien-être. Évidemment, c'est une approche du bien-être. Et je ne prétends en aucun cas épuiser toute cette question qui, de fait, occupe les philosophes et la philosophie morale depuis près de 4000 ans. Le principe de base, en fait, et comme le montre ce diagramme, c'est que si on veut mesurer le bien-être, et encore plus le bien-être à un niveau territorial, c'est-à-dire localisé, on a déjà 2 grandes familles d'approches. Soit les approches objectives, c'est-à-dire... Pardon, Mathieu, juste, excuse-moi Mathieu, 2 secondes. En fait, on voit pas on est sur ton diapo, mais pas en mode présentateur. On n'a pas la vue présentation. Ça doit pas être le bon écran, je pense, que tu partages. Alors... On est bloqué sur la première diapo. Vous êtes bloqué sur la première diapo. Là, je vois ta souris qui se déplace. Peut-être voilà, tu es en mode présentation. Peut-être, ouais, là c'est bon. Là, on est sur la diapo 2. C'est bon. Ok. Tu peux, là, à mon avis, là, vous restez sur la diapo 2, c'est ça? On reste sur la diapo 2 en mode non présentateur. Mais elle est visible comme ça, je pense. Enfin, je pense que ça va. Tu peux rester comme ça en mode. Ok. Parce que si tu cliques sur diaporama, en fait, ça apparaît pas sur l'écran. 2 secondes, je tente un truc. Ouais, vas-y. Si besoin, je peux prendre la main. Ouais, je vais relancer le partage à partir de la partie. Ouais, faut que tu partages là où tu mets ton. Si tu mets. Ouais, là, vous voyez qu'est-ce que vous voyez? Ouais, mais alors par contre, là, on le voit en tout petit. Parce que ça fait comme s'il était centré sur un grand écran vertical. C'était mieux avant, si tu veux. C'était pas en mode diaporama, mais on voyait bien. Peut-être remets comme. Ok, on va rester comme ça. Désolé pour celles et ceux qui ont un petit écran. Il y a un problème de dialogue entre Teams et... Je peux reprendre la main à Mathieu si besoin. Hein. Il suffit de m'indiquer. De toute façon, normalement, c'est assez gros. Voilà, ouais, c'est bon, là. C'est bien. Là, ça va. Hein, on voit bien. Et là, on est diapo 2, là, c'est bon. Ok. Donc, 2 types d'approches. Il y a l'approche objective, c'est-à-dire qu'on a une liste a priori de ce qui contribue au bien-être au niveau territorial, et on construit à partir de là soit en indices, les indices composites qui ont le mérite de ramener beaucoup de choses différentes sur un seul indicateur, et du coup, permettre de faire des comparaisons sans se perdre dans la dimension, ou des typologies de territoire, par exemple en fonction du taux de chômage, du nombre de jeunes, de l'attractivité, du nombre de logements disponibles, des taux de vacances, etc. Ça, c'est tout un champ que Olivier connaît beaucoup mieux que moi et donc je ne présenterai pas plus avant, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est les approches subjectives. Comment ces espaces-là sont vécus. L'idée fondamentale des approches subjectives, qu'il s'agisse des démarches participatives ou des enquêtes individuelles comme celle qu'on va vous montrer, c'est justement de ne pas avoir d'a priori sur ce qui est important ou non, sur ce qui est fondamental ou non pour les gens, et de laisser chacun et chacune faire son ordre de préférence et autoriser aussi cet ordre de préférence à varier d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que plutôt que de penser qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux ou satisfaits dans leur vie, et avec le problème de définition, qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que la satisfaction,
eh bien, on va directement leur poser la question. Et les questions, j'ai envie de dire, centrales qu'on va retrouver dans la plupart des enquêtes nationales et internationales et aussi dans notre enquête, ce sont les 4 que je présente là, avec les 4 grandes dimensions du bien-être subjectif. D'une part, une dimension évaluative, dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la vie que vous menez actuellement. Une dimension hédonique, est-ce que vous avez été heureux. Une dimension eudémonique, est-ce que ce que vous faites dans votre vie, vous avez le sentiment que ça a du sens, de la valeur. Et une dimension de santé ou de souffrance mentale, au travers du sentiment de dépression. Et avec ça, on commence à couvrir un peu une partie du paysage de la santé mentale. Je vous laisse réfléchir quelques secondes, mais vraiment quelques secondes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, à comment vous positionneriez là-dessus, sur chacune de ces 4 échelles. Et je vous montre les résultats. Alors ça, ce sont les résultats sur la France entière dans l'enquête trimestrielle que l'INSEE fait passer pour notre compte dans leur échantillon auquel ils posent des questions aussi pour l'enquête de conjoncture auprès des ménages. Vous voyez peut-être pas très bien les pourcentages et les petits pourcentages, c'est pas grave, c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est de voir que sur une échelle de 0 à 10, on a beaucoup de réponses qui sont en fait assez élevés, surtout par rapport à l'image qu'on peut avoir des Français râleurs et toujours mécontents. En fait, quand on demande aux Françaises et aux Français leur degré de satisfaction ayant leur vie actuelle, eh bien, on en a pratiquement la moitié qui se positionne à être à 7 ou 8, c'est-à-dire assez haut dans cette échelle. Si on ajoute tous ceux et celles qui sont au-dessus de 5, on a plus des 3/4 de la population. En fait, on a 85% de la population qui est au-dessus du point médian de cette échelle à 5. C'est à peu près la même chose sur le sentiment d'avoir été heureux et sur le sentiment que ce que vous faites dans votre vie a du sens. Donc, on a un paysage, en fait, d'une satisfaction de départ qui est assez élevé et qui constitue un petit peu le cadre d'analyse générale qu'on va voir par rapport à tout ce que je vais vous montrer ensuite. On a tendance à beaucoup faire attention, pour d'excellentes raisons aussi, aux gens qui sont insatisfaits et malheureux. Et il ne faut pas oublier qu'il y a cette masse de personnes pour qui, subjectivement, finalement, ça ne va pas trop mal. Qu'est-ce qui se passe auprès des plus jeunes? Eh bien, la réponse, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Et on va commencer par la France entière pour mesurer l'étendue de notre ignorance, en fait, au départ. Comme je l'ai dit, l'enquête qu'on fait passer, c'est une enquête trimestrielle. C'est depuis juin 2016. C'est-à-dire que j'ai un point, une moyenne par trimestre maintenant, sur pas loin de 10 ans. Et on voit que la question de la satisfaction dans la vie, elle évolue quand même un petit peu en fonction de la conjoncture. On voit bien sur ce graphique le point bas des gilets jaunes, le côté où le soulagement face au premier déconfinement, les barres grises, ce sont les confinements en France métropolitaine, et le gros coup de mou que beaucoup ont eu quand on s'est retrouvé en 2021 avec encore un 3e confinement juste devant nous que tout le monde a senti arriver. Ce qu'on voit aussi, cependant, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'autour de la moyenne, qui est cette ligne grise par là, ça évolue autour de cette moyenne sans particulièrement de tendance ni à la hausse, mais non plus à la baisse, malgré les épreuves successives, gilets jaunes, confinement. Ça, c'est le début de la guerre en Ukraine. Tout là, ce bout-là, c'est la période d'inflation post-pandémie. Donc, il y a quand même une certaine résilience de la satisfaction de vie des Françaises et des Français. Cela évolue aussi en fonction de l'âge. Alors, on a beaucoup parlé dans le domaine de la crise de la quarantaine, de la cinquantaine. C'est moins ce point-là qui est intéressant que ça, c'est-à-dire le rebond qu'on a au moment de la retraite. Je vous dis tout de suite, ce rebond-là, on va regarder un peu plus en détail. Et en fait, ce n'est pas tout le monde qui a un rebond au moment de la retraite. Ce rebond, il est dû quasiment uniquement aux gens qui passent du chômage à la retraite. La plupart des gens qui sont en emploi au moment de leur retraite, ça ne fait pas beaucoup de différence dans la satisfaction de vie. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette branche-là. C'est
parce que dans ces enquêtes, qui sont les enquêtes en population générale, les gens qu'on arrive à attraper, ce sont les jeunes actifs, c'est-à-dire souvent les jeunes actifs en emploi. C'est-à-dire, quand on est dans le bas de la distribution, une population qui est hautement non représentative. Parce qu'il nous manque, on va avoir tendance à sous-échantillonner les chômeurs, les jeunes chômeurs et chômeuses, parce qu'ils vivent chez leurs parents, donc ils ne sont pas la personne principale enquêtée. On ne va pas avoir les étudiantes et étudiants. Donc, en fait, on ne sait pas trop si ce point-là, il est bien fiable, et ce qu'il veut dire. Et on sait encore moins avec les plus jeunes, parce qu'on pose très peu la question sur la satisfaction dans la vie auprès des plus jeunes. À quoi on s'attend quand on connaît ce qui se passe chez les adultes? Cependant, on s'attend à une différence entre hommes et femmes. Et ça, c'est au niveau européen. En France, on a, contrairement au reste de l'Europe, où les femmes ont tendance à être plus satisfaites que les hommes, en tout cas à peu près jusqu'à la soixantaine, en France, on a plutôt une sous-satisfaction des femmes plus jeunes et plus âgées. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un écart de genre assez marqué au moment de la jeunesse. On s'attend aussi à des différences territoriales. Bon, ce graphique est un petit peu complexe, je ne vais pas l'expliquer en détail, mais en gros, on a ramené la satisfaction de vie à la moyenne de chaque classe d'âge. Chaque barre, c'est une classe d'âge, et on regarde l'écart à la moyenne nationale en fonction du type de territoire. Et on voit que chez les plus jeunes, les ruraux ont tendance à être un peu plus satisfaits, et à partir du moment où on est en milieu urbain, en particulier dans les villes moyennes, c'est pas terrible. Et ça redevient positif pour les grandes métropoles, et pour les plus jeunes, à Paris, il ne se passe pas grand-chose. Donc on s'attend à ce qu'on ait des contrastes territoriaux assez marqués, sachant que la limite de ces enquêtes, ces grandes enquêtes nationales, c'est qu'on a très peu de résolution territoriale. Là, je suis en type d'unité urbaine, c'est-à-dire les tailles d'agglomération, et je ne peux pas faire mieux, parce que l'enquête n'est pas représentative à une autre échelle que cette grosse maille de taille d'agglomération, qui suffit cependant, et on le voit très bien là sur la courbe bleue, à documenter qu'il y a un souci avec les villes entre 20 000 et 100 000 habitants en moyenne. Là encore, c'est un gros paquet extrêmement hétérogène, mais il y en a suffisamment là-dedans où il y a question sur la satisfaction de vie pour que ça tire vers le bas la moyenne de toute la catégorie. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur les jeunes et en particulier les lycéennes et les lycéens? On n'a pas donc d'enquête en échantillon représentatif, et c'est pour ça que j'étais extrêmement enthousiaste de la démarche portée par Région de France de faire une enquête participative. La ligne d'une enquête participative, c'est évidemment que ce n'est pas représentatif, mais soit, ça donne déjà des bonnes indications. L'autre limite, c'est qu'il faut que les acteurs et les actrices locales jouent le jeu et transmettent le questionnaire au public qu'on essaye d'atteindre. Et là, on voit qu'il y a certaines régions qui ont manifestement plus joué le jeu que d'autres. Et que dans ce que je vais vous présenter, il va y avoir une surreprésentation assez forte de toute la partie ouest de la France, Bretagne exceptée, avec un bel effort à noter cependant en Corse au regard du nombre de personnes potentiellement atteintes. Donc, bon, ce n'est pas représentatif de la population française. On a quand même 8400 réponses, qui est déjà pas mal, et nous permet de dire quelques éléments. Très concrètement, comment ça s'est présenté? Ça s'est présenté comme un questionnaire de ce type. C'est-à-dire les questions que vous aviez tout à l'heure, plus un ensemble de questions qui a été discuté avec Région de France et qui reprenait très largement ce principe de réponse sur une échelle de 0 à 10 de satisfaction, avec des questions qui sont comparables avec des enquêtes qu'on a en population générale, parce que pour nous, c'est un point extrêmement important, mais aussi des questions adaptées, comme dans quelle mesure êtes-vous satisfaite de votre lycée, qui répondaient aux questionnements et aux problématiques spécifiques portées par les régions. Et vous allez voir le choix d'axe qui a été fait, c'est toujours un mélange entre qu'est-ce qu'on a en population générale où on peut comparer, et qu'est-ce qui donne des leviers de réflexion et d'action
aux régions dans leur champ de compétences précis. Et donc, on arrive aux principaux résultats. Et le premier résultat, c'est que le bien-être, alors qu'on voyait que dans les 20-30 ans, on avait plutôt un niveau de bien-être qui était plus élevé que dans la population, ce n'est pas vrai lorsqu'on recule un petit peu et qu'on est à l'âge des lycéennes et lycéens. C'est-à-dire que sur les dimensions comparables qu'on a ici, leur niveau de bien-être déclaré est plus faible que celui des adultes en général en France. C'est un petit peu le cas au niveau de la vie actuelle. À cette échelle-là, je dirais qu'on est quand même très proche. En revanche, le bien-être émotionnel, avoir été heureux hier, ne pas avoir été déprimé la veille, là, on a un vrai écart qui est même massif dans la dimension de dépression, ce qui vient nourrir tout un ensemble d'études qu'on a par ailleurs qui documentent un mal-être et des problèmes accrus de santé mentale chez les jeunes et un problème qui s'aggrave depuis quelques années. Pour donner un exemple sur ce genre d'échelle, un écart de 2 points, quasiment 2 points comme on a là, je le vois très rarement dans mes enquêtes. La seule autre dimension où j'ai 2 groupes, un peu gros groupes naturels comme ça, où j'ai un écart pareil, c'est le sentiment de sécurité dans son quartier entre les hommes et les femmes. Mais sinon, 2 points, c'est plus que l'écart de satisfaction moyen entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches en France. Donc c'est un écart qui est absolument massif. Autre écart qui n'est pas réjouissant du tout, c'est la question comment pensez-vous que sont les perspectives de la prochaine génération en France? Bon, les lycéens et les lycéens se sentent évidemment assez directement concernés par cette question. Les adultes sont franchement déjà pas optimistes, mais les jeunes le sont encore moins. Donc on a vraiment une question là-dessus. Dernière, et là bon, c'est juste colossal, mais on capture peut-être pas exactement les mêmes choses, c'est sur la satisfaction vis-à-vis de la quantité de temps libre, qui est un énorme point d'insatisfaction chez les lycéennes et les lycéens. Si on rentre un peu au sein de cette génération, est-ce qu'on retrouve l'écart entre hommes et femmes, ici entre lycéennes et lycéens, sur les dimensions? La réponse est oui, massivement. Un peu sur la satisfaction dans la vie, pas mal avec sur le bien-être émotionnel, un petit peu aussi sur les relations avec la famille et les amis où les filles sont moins satisfaites, mais massivement, là aussi, sur les questions de solitude, les filles sont plus seules, et sur les questions de confiance en soi, qui sont un élément qui est là aussi documenté, mais auquel on ne s'attendait pas à ce que ça ressorte aussi fortement. On voit dans les enquêtes qui suivent les élèves depuis la rentrée en CP jusqu'à la sortie, s'effriter la confiance en soi des filles par rapport aux garçons. Et ça joue un rôle énorme dans les choix d'orientation et dans le fait qu'il y a moins de filles dans les filières les plus prestigieuses après de l'enseignement supérieur. On a moins de différence dans le sentiment de sécurité, en tout cas moins de différence entre lycéennes et lycéens qu'entre françaises et français adultes, ce qui reflète une autre expérience probablement de la sécurité locale. Donc tout ça nous donne un panneau où il y a vraiment un panorama, pardon, où il y a vraiment une interrogation vis-à-vis de l'écart de genre entre les filles et les garçons. Évidemment, là, on est en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'on récupère des choses qui se sont construites à l'échelle de déjà tout leur parcours scolaire. Il se trouve qu'en même temps que cette enquête-là, on avait une enquête auprès des étudiantes et étudiants de classe préparatoire. Et il sort essentiellement la même chose, alors que c'est un public assez particulier, les étudiants de classe prépa, très sélectionnés, mais on a de la même manière une plus faible confiance en soi en elles des filles. Et on a aussi des niveaux de satisfaction qui sont assez homogènes
à celles et ceux des lycéennes et des lycéens. Ce qui ne cache pas qu'on a aussi d'autres hétérogénéités dont on parle. Et si vous voulez aller plus avant, je pense qu'il aurait fallu peut-être le dire plus tôt, vous pouvez consulter évidemment la note publiée par Région de France sur la base de ces résultats, celle publiée par la Nouvelle-Aquitaine et la note de l'Observatoire du bien-être. On a chacun abordé ces résultats avec notre propre perspective. On vous mettra les liens dans le chat. Dernier point pour moi ici, un élément extrêmement important qui a été apporté par cette perspective de Région de France, c'est la question des aspirations à la mobilité. Et ça a même donné le titre à une sous-partie de notre note, des jeunes qui ont envie d'ailleurs. Parce qu'en fait, on a demandé aux lycéennes et aux lycéens où ils allaient se projeter à un horizon de 10 ans. Et on en a eu 30% qui se projettent à l'étranger. Donc, une forte envie de mobilité, qu'on voit aussi chez celles et ceux qui restent, mais c'est une mobilité qui, en fait, est une mobilité proche. On voit ici, dans ce graphique, j'ai parmi les gens qui habitent aujourd'hui dans un village isolé, j'en ai 17% qui se projettent dans un village isolé, mais 26% dans un village proche d'une ville. C'est-à-dire on reste pas très loin en fait. Les gens qui sont dans une petite ville, les jeunes, plutôt les lycéens et les lycéennes qui vivent dans une petite ville, bon, la petite ville c'est un peu lourdingue, hein, mais ils se projettent dans une ville moyenne, voire dans une grande ville, mais pas particulièrement dans une très grande ville. Et ça informe un peu, ça casse, disons, un récit un peu naïf qui serait que les jeunes, ils ont tous envie soit de rester chez eux, soit d'aller dans la métropole locale. C'est beaucoup plus éclaté et c'est beaucoup plus diversifié et hétérogène que ça, avec une attraction, en fait, chaque fois des territoires qui sont soit un peu plus denses, soit un peu moins denses que leur territoire actuel. C'est-à-dire qu'ils veulent changer, mais changer pour un truc qui n'est pas trop différent. Ensuite, et j'ai déjà consommé pas mal du temps loué, j'en suis désolé, Olivier, vous avez analysé un certain nombre de représentations et d'aspirations, et comme c'est vous qui avez vraiment introduit ces dimensions dans le questionnaire, je préfère que ce soit toi qui en parles. Ok, très bien, pas de problème. Si tu veux, voilà, tu continues à animer le diaporama, pas de problème. Donc effectivement, c'est des petits compléments là, donc au-delà de tous les résultats essentiels que Mathieu a présentés. À travers le questionnaire, voilà, il y a d'autres questions qu'on a travaillées, notamment sur la question du réseau social en fait des lycéens et des lycéennes. On demandait aux jeunes combien ils avaient d'amis, proches, considérés comme proches dans leur lycée, en dehors du lycée. Et donc, vu le nombre de répondants, on a pu faire un peu de statistiques aussi sur ces items. Et donc là, c'est des résultats moyens. Qu'est-ce qu'on observe? Donc, ce qu'on observe, c'est qu'en moyenne, les jeunes ont 4 amis proches dans leur lycée et 4 amis en dehors. Donc, ça donne une idée de la taille du réseau social, donc voilà, de chacun des lycéens ou lycéennes. Mais l'enjeu, c'était d'identifier la proportion de jeunes qui peut-être avaient des problématiques de réseau insuffisant ou plus faible, etc. Donc voilà quelques chiffres. Dans l'ensemble des répondants, on a 10% des lycéens et lycéennes qui déclarent n'avoir aucun ami au lycée. Ils peuvent en avoir en dehors, mais ils n'en ont aucun au lycée où ils passent quand même une part assez importante de leur temps éveillé. Donc voilà, on peut se dire il y a peut-être une petite problématique là pour ces jeunes-là. Et puis 10% qui n'ont aucun ami en dehors du lycée. Donc ils peuvent en avoir au lycée, mais pas en dehors. Et quand on croise les deux dimensions, c'est-à-dire quand on essaie de dénombrer les jeunes qui n'ont ni d'amis proches, qu'ils déclarent comme proches, ni au lycée, ni en dehors, on tombe sur un chiffre de 4%. Donc ça fait quand même des milliers de jeunes. Si on est, alors je ne sais plus les chiffres exacts, mais on doit être autour de 2 millions de jeunes, de jeunes dans les lycées, je crois, quelque chose comme ça. Si vous êtes sur 1%, ça vous fait du 20 000. 20 000, 4%, vous voyez 80 000 jeunes quoi, à l'échelle du pays. Donc voilà, avec aucun ami proche dans le lycée, ni en dehors. Et puis en complément, en croisant d'autres réponses à certaines questions, on a défini ce qu'on peut appeler un risque d'isolement social fort,
C'est des jeunes donc, qui n'ont pas d'amis proches au lycée, pas d'amis proches en dehors du lycée, qui ne sont pas engagés dans une association, ni au sein du lycée, ni en dehors, et qui se déclarent peu ou pas satisfaits de leur relation familiale. Donc voilà, on essaie de capturer différentes dimensions du lien social, les relations amicales, familiales, et puis à travers l'investissement dans des associations. C'est 1% des jeunes. Alors on peut dire que c'est pas beaucoup, 1%, mais encore une fois, sur une base de 2 millions de jeunes lycéens, on va dire, ça fait quand même 20 000 jeunes avec des risques d'isolement forts. Hein. Voilà, donc ce complément, diapositive d'après. Donc là, c'est pareil, on sort peut-être un peu, mais c'est un résultat qui nous semble intéressant, on sort un peu de la question stricto sensus du bien-être des jeunes, mais là, au niveau du groupe, là, on a eu l'idée de poser, la question aux jeunes, et puis Mathieu a présenté déjà des résultats où ils devaient déclarer quel était leur lieu de vie. Donc, vous voyez en colonne, là, on a le lieu de vie déclaré. Il y avait un ensemble de modalités proposées. On leur demandait où est-ce que vous vivez, donc quel est votre lieu de vie, et ils pouvaient choisir entre village isolé, village proche d'une ville, petite ville moyenne, grande ville ou très grande ville. Mais ça, c'est eux qui le déclaraient. Mais on avait aussi l'information sur leur commune. Alors, on avait le code postal, là où ils résident, et grâce à ça, on peut déterminer, à partir de la grille communale de densité, si la commune dans laquelle ils vivent, c'est une commune à faible densité, de densité intermédiaire ou de forte densité, ce qui permet de mesurer un peu le degré d'urbanité, hein, on pourrait dire, des communes. Et quand on croise les deux, on s'aperçoit, alors c'est un petit résultat, je ne vais pas développer outre mesure, mais qui est assez intéressant, on s'aperçoit qu'on peut avoir des décalages forts, et notamment les jeunes sont très très peu nombreux à se déclarer comme habitants dans une très grande ville, alors que quand on croise, beaucoup habitent dans des communes de forte densité, de densité les plus. Donc il y a vraiment des décalages entre le lieu de vie tel qu'on peut le documenter à partir de la donnée et puis des nomenclatures et à partir du degré de densité des communes d'une part, et puis ce que les gens ont en tête ou la représentation qu'ils s'en font. De mémoire, quand on avait regardé un peu dans le détail, des jeunes lycéens, lycéennes qui se déclarent comme habitant une très grande ville, pour l'essentiel, ils sont localisés sur Paris. Des jeunes qui habitent sur Bordeaux, tout un ensemble vont dire qu'ils habitent une ville moyenne. Bon, voilà, donc c'est des choses qui ne nous semblent pas inintéressantes à apporter à votre connaissance. Hein. Diapositive d'après, donc c'est un petit complément aussi sur toujours la perception du territoire et puis les projections dans l'avenir. On demandait aux jeunes un peu comment ils percevaient les atouts du territoire sur lequel ils vivaient, sur leur territoire de résidence, et dans quelle mesure ce territoire leur apportait des choses utiles, disposer d'atouts utiles pour la réalisation de leurs projets futurs. Donc là, on a un chiffre de 41% des jeunes qui considèrent que leur territoire est plutôt ou tout à fait un atout pour la réalisation de leurs projets futurs. On n'a pas vraiment de base de comparaison. Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu? C'est difficile de se prononcer, mais disons, ça fait un premier élément d'information. Hein. Et ensuite, quand on les interroge sur leurs aspirations à la mobilité géographique, c'est-à-dire quand on leur demande dans quel territoire ils souhaiteraient vivre à échéance de 10 ans, vous voyez, vous avez deux tableaux de résultats à gauche. Dans 10 ans, les 2 tiers des lycéens se projettent soit à l'étranger, soit dans une autre région. Donc, il y a plutôt une aspiration à la mobilité. Donc là, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les mobilités effectives ensuite des personnes. On sait bien que les mobilités effectives, elles sont beaucoup plus faibles que ça. Mais là, c'est ce que les jeunes ont en tête, ou en tout cas, c'est leurs aspirations au moment où ils sont au lycée. Et vous voyez, 33% aimeraient vivre 10 ans plus tard à l'étranger, 30% dans une autre région, 22% dans une autre commune de la région, et dans la commune actuelle, 15%. Donc, il y a vraiment une aspiration forte à la mobilité. Et puis, partie droite de la diapositive, dans le tableau en bas à droite, là, c'est justement la différence. Alors, le lieu de vie actuel tel qu'ils le perçoivent, déclaré, et puis le lieu de vie dans lequel ils souhaiteraient vivre 10 ans après. Donc, voilà, vous avez alors différents, c'est pareil, je ne vais pas tout commenter les chiffres, mais par exemple, on voit que ceux qui habitent actuellement dans une ville moyenne, 26%, un nombre supérieur, légèrement supérieur, mais en gros, on est dans les mêmes eaux, souhaiterait y vivre 10 ans après. Grande ville, on passe de 6% à 20% entre le déclaré et le souhaité. Et très grande ville, de 2% à 8%. Mais effectivement, on n'a pas
on n'a pas une domination ultra forte dans les lieux de vie souhaités à échéance de 10 ans des plus grandes villes. Hein. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Mathieu, sur le résultat de l'autre tableau. Diapositive suivante, là aussi sur un autre sujet, c'est sur les choix d'orientation. Il y avait quelques questions à la fin du questionnaire sur à la fois la satisfaction de leur filière de formation, sur ce qu'ils pensaient que leur formation leur apportait, soit à court, soit à court terme, soit à plus ou moins long terme. Donc, vous avez quelques résultats clés. Donc là, bon, peu importe. Sur la première partie, là, vous voyez, 80% des jeunes sont plutôt ou tout à fait satisfaits de leur filière de formation. 85% des lycéens sont inscrits dans leur filière. Voilà, sont plutôt satisfaits ou tout à fait satisfaits par leur choix. Plutôt ou tout à fait par choix, voilà, c'est ça, et plutôt satisfait. Alors, on a évidemment des différences, hein, je ne développe pas dans la note, on en indique certaines selon la filière, mais globalement, c'est plutôt la satisfaction qui prédomine hein, sur la filière dans laquelle ils sont inscrits. Et 70%, alors c'est quand même un chiffre sensiblement plus faible, des jeunes pensent pouvoir s'engager dans les études de leur choix dans le futur. Hein. Et sur les apports de la scolarité, et sur le lien entre leur scolarité, les apprentissages et les apports de ces apprentissages, on a des chiffres idem hein, qu'on peut considérer quand même comme assez peu élevés. 40% des jeunes considèrent que ce qu'ils ont appris tout au long de leur scolarité le considèrent comme plutôt ou tout à fait intéressant. 21% considèrent que leurs apprentissages leur sont utiles, plutôt utiles ou tout à fait utiles dans leur vie d'aujourd'hui. 39%, donc c'est un peu supérieur. Donc à court terme, on va dire pour leur vie d'aujourd'hui, 21%, c'est quand même un chiffre faible. C'est un peu supérieur, mais ça reste quand même globalement faible, 39%, qui considèrent leurs apprentissages comme plutôt tout à fait utiles pour leur vie future. Hein. Voilà. Donc c'est un ensemble d'indications complémentaires qu'on peut comparer à d'autres données. Je crois que c'était la dernière diapositive, hein, Mathieu, sauf erreur. Voilà. Et puis, écoutez, là, dans le temps qui nous reste, si vous le souhaitez, et s'il y a des questions, si on peut vous apporter des compléments, n'hésitez pas. On est à votre disposition. Je ne sais pas si dans la conversation, déjà, il y a eu des questions. Alors, je vois une première question de méthode, en fait, d'Anne Lema sur non, l'enquête n'a pas touché les élèves décrocheurs puisqu'elles sont passées assez largement par les boîtes mail. Alors Mathieu, rappelle simplement la question. On va essayer de réguler un peu les questions. Anne-Sophie, je sais qui doit nous aider à regarder ça. Donc bien rappeler la question pour qu'on puisse avoir effectivement 10 minutes d'échange. Et puis ensuite, Mathieu et Olivier, si vous pouvez évidemment y répondre, ça serait super. Alors peut-être rappeler donc la question qui était dans le chat parce qu'on l'a pas entendu. J'imagine que l'enquête n'a pas touché les élèves décrocheurs ayant quitté le lycée. Et probablement non, parce que c'est beaucoup passé par les boîtes mail pronotes des lycéens, même si on a eu un peu de diffusion via les réseaux sociaux. Mais voilà, on a les lycéennes et lycéens qui sont dans leur lycée et qui vont regarder leur boîte mail très majoritairement. D'accord. Anne-Sophie, est-ce qu'il y a d'autres interpellations par… Oui, il y avait une question de la même personne sur les relations sur les réseaux sociaux, en fait. À défaut d'amis réels, est-ce que les jeunes ont été interrogés sur leurs amis via les réseaux sociaux? Non, là, les questions, c'était vraiment sur les amis proches. Alors, on l'avait formulé de mémoire de la façon suivante, en fait, étaient considérés comme amis proches des personnes à qui on pouvait confier un secret. Je crois que c'était formulé comme ça dans l'enquête. Hein. Donc là, alors, on peut peut-être que certains ont des amis proches via les réseaux sociaux, mais je pense que majoritairement, enfin voilà, il n'y avait pas une question ciblée pour savoir si c'était à proximité de leur domicile, si c'était via des réseaux, si c'était dans le cadre familial ou quoi. Hein. Donc on n'a pas d'éléments là-dessus plus précis. Ok, merci. Il y avait une autre question sur alors, les taux de réponse sur la satisfaction des choix d'orientation sont-ils identiques entre les lycéens en lycée pro et en général, je pense, en filière générale. Général technologique, ouais. Non, donc là, effectivement, on a donné les scores moyens. Il y a des différences selon les filières. Et effectivement, les élèves de filières professionnelles sont en moyenne moins satisfaits de leur orientation que les élèves des filières technologiques et encore moins que les élèves de filière générale. Hein. Donc, on a une espèce de hiérarchie, effectivement,
dans la satisfaction des… Alors, même si les scores sont quand même importants hein, pour les trois, mais quand même, on a une espèce de hiérarchie où les plus satisfaits, c'est filière générale, élèves de filière générale, ensuite technologique et ensuite professionnelle. Et aussi les élèves de filière… Alors là, c'est plutôt filière professionnelle et technologique d'un côté versus filière générale. Les élèves de filière professionnelle et technologique bénéficient… déclarent avoir moins choisi leur orientation et bénéficient d'une orientation moins choisie, on va dire, que les élèves de filière générale. Hein. Et sur ces sujets-là, parce que Mathieu a insisté hein, sur les différentes, quand même, un des résultats forts de l'étude, hein, c'est les différences de genre, hein, les effets de genre. Sur ces items-là, là, sur la satisfaction vis-à-vis de l'orientation, il n'y a pas de différence significative filles-garçons. Hein. Voilà, mais donc des différences par filière de bac. Ouais. Merci. On a également une question sur pourquoi vous n'avez pas, pourquoi n'y a-t-il pas eu de redressement de l'échantillon? Ça nous semblait un petit peu héroïque de faire un redressement dans la mesure où on avait très peu d'éléments statistiques pour évaluer les biais de non-réponse. On a préféré donner les données brutes plutôt que de faire une cuisine à laquelle nous, on ne croyait pas vraiment. Après, pour information, donc, parce que bon, puis on avait des écarts très forts hein, de réponses selon les régions. De toute façon, on avait des petits, enfin voilà, des tout petits effectifs dans certaines régions, etc. Donc, redresser pour l'ensemble du pays, ça aurait été. Alors, nous, on a fait des traitements un peu spécifiques. Enfin, on a reproduit, enfin, on a refait des calculs là pour la Nouvelle-Aquitaine. Alors, voilà, aussi pour voir. Si on avait des différences, un peu des spécificités Nouvelle-Aquitaine par rapport d'ailleurs à l'ensemble de l'échantillon, on ne trouve pas de différence significative. Hein. On a vraiment des choses similaires. Et on a fait des petits tests de redressement de notre échantillon là, à partir de données du recensement aussi pour voilà et ça bouge pas. Les résultats bougent pas. Donc c'est une façon. Voilà, on a redressé sur 2-3 critères. Sur le département, on a redressé. Enfin voilà, à partir des données qu'on avait sur les inscrits par filière, sur le genre aussi, et puis sur le département, je crois, voilà, les résultats ne sont pas modifiés. Voilà, bon, c'est une petite façon, enfin, c'est un petit test complémentaire, une espèce de test de robustesse, on peut dire qu'on a essayé de faire, hein, pour voir si les résultats étaient modifiés ou pas, et ça ne bougeait pas. Hein. Ok, et d'autres questions? Oui. Ouais, enfin, il y en a une dernière sur le chat concernant les envies de mobilité à l'étranger. Est-ce que vous avez une répartition entre urbains et ruraux? Bonne question et je ne sais plus, mais c'est des choses qu'on peut avoir. Donc peut-être pendant que les collègues là, vont présenter les travaux complémentaires, je vais re-regarder là ce qu'on a en stock. Est-ce que c'est je sais plus, je regarde et j'essaie de répondre dans la conversation là, si je retrouve le résultat. Et si je le retrouve pas, on essaiera de diffuser l'information, de la remettre à disposition, de l'envoyer aux participants là, par mail. Hein, voilà. Bien. Sur le chat, on a plus de questions, Anne-Sophie? Alors, on en a encore quelques-unes. Est-ce qu'on a le très bien. temps On a encore pas un petit peu de temps, oui. On peut Avez-vous passer quelques mesuré des écarts entre les jeunes scolarisés dans l'enseignement public et l'enseignement privé sous contrat? Je sais pas sur quel... Non, on n'avait pas l'information, hein, on n'avait pas l'information publique-privée sur les lycées, donc on n'a pas fait de traitement, on n'a pas regardé ça. Ok, merci. On parle beaucoup d'éco-anxiété chez les jeunes. Cet aspect a-t-il été abordé? Oui, dans la note, je ne sais pas si Mathieu, tu as ça sous les yeux ou quoi, on avait un item là-dessus, hein, on avait une question sur l'éco-anxiété. De mémoire, on a… Ouais. C'est exact. Ça allait de pas du tout anxieux à tout à fait anxieux. On a 30% de réponses moyennement anxieux et 25% entre 20 et 25% de réponses à plutôt anxieux et autour de 10% de tout à fait anxieux. Donc au total, si on part de moyennement anxieux à tout à fait anxieux, on a la moitié qui est inquiet, qui se dit éco-anxieux, éco-anxieuse, avec une assez nettement plus forte éco-anxiété chez les lycéennes que chez les lycéens.
Merci. Y a-t-il un lien immédiat entre le cadre d'accueil des lycées en termes d'infrastructures et aménagement et la satisfaction générale des lycéens dans leur vie courante? Ça, c'est une question aussi. Alors, c'est pareil dans les questions qu'on a posées, alors, c'est pas tout à fait ça qu'on testait, mais on a interrogé quand même les jeunes sur le sentiment de sécurité à différents endroits, notamment dans le lycée, sur leur territoire, etc. L'appareil de mémoire, on avait plutôt un sentiment de sécurité plus faible pour les jeunes qui habitaient en milieu rural que pour les jeunes qui habitaient en milieu urbain. Sur le lien, vraiment, je pense pas qu'on puisse répondre avec les données dont on dispose, hein. Je sais pas, Mathieu, si toi tu veux apporter une réponse, ce que tu dirais là, sur Non, cette question-là. je n'ai pas Puis, il vraiment. faut... Regarde, je me souviens que là, il y avait un gradient qui était assez marqué, que plus ils avaient l'impression de vivre dans une grande ville, plus il y avait une satisfaction vis-à-vis des équipements, parce qu'on posait la question sur les équipements. Et en gros, ça c'était lié à la densité, mais je pense que ce qu'on capture, c'est le fait qu'il y a plus d'équipements, plus c'est dense, plus il y a d'équipements en fait. Et donc il y a une sensibilité. Ce qu'on avait, c'est qu'il y en avait peu de gradients en fait sur la satisfaction de vie, mais on avait une satisfaction de plus en plus élevée quant aux équipements là dans la densité. Donc c'est un peu l'idée qu'ils prennent la densité ou le manque d'équipement comme un peu un donné de leur lieu de vie, mais ça ne vient pas forcément taper la satisfaction de vie. Ça vient juste taper la satisfaction spécifiquement là-dessus. Ouais, ça, c'est un résultat que moi j'avais trouvé vraiment intéressant, enfin, pour tous ceux qui s'intéressent aux problématiques, quoi, développement local ou qu'est-ce qu'on peut faire sur des territoires, etc. C'est effectivement le. Alors, c'était pas sur le lycée, c'était sur les équipements, services et équipements à proximité sur le territoire de vie, hein. Et Oui. donc là, on avait des résultats différents, enfin, des différences effectivement significatives rural-urbain. Est-ce que vous êtes satisfait des services et équipements présents sur le territoire où vous vivez? Là, il y avait des différences significatives et plutôt en faveur de l'urbain, on va dire, et en défaveur du rural. Mais ça n'impactait pas est-ce que vous êtes satisfait de votre vie. Et je trouve que c'est quand même un résultat intéressant aussi, hein, sur une insatisfaction par rapport aux services et équipements sur place ne signifie pas une insatisfaction sur la vie en général. Bon, voilà, c'était un des résultats, mais c'est pas sur exactement la question là sur infrastructure, aménagement au sein des lycées, hein. Là, on n'a pas vraiment d'éléments pour pouvoir se prononcer sur cette question-là. Merci. Une dernière question. Alors celle-là, elle s'adresse à la région de France. À propos de l'orientation, où en est la concertation annoncée en octobre 2024? Alors, peut-être que pour que tout le monde comprenne, Région de France a effectivement lancé une étude dressant un bilan de la mise en place du service public régional de l'orientation dans les régions, puisque c'est la loi datée de 2014. Une présentation en a été faite lors d'un événement qui a été organisé en octobre en région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et à l'issue de cette présentation qui visait à dresser un diagnostic et à donner des perspectives, a été donné effectivement des rendez-vous pour l'année prochaine. Un événement justement qui permettrait de faire le point sur cette année de concertation qui s'est engagée. Vous dire où on en est précisément aujourd'hui, je ne le sais pas, puisque c'est mon collègue en charge de ces sujets qui porte les choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le chat le lien qui renvoie vers cet événement et les différents travaux qui ont été conduits dessus. Et puis, dès que j'ai des réponses de mon collègue, pour me dire exactement où on en est, je le préciserai aussi dans ce lien par la suite. D'autres questions? Non, c'est terminé pour les questions. Parfait. Écoutez, le temps est parfait. On va pouvoir poursuivre. Vous dire effectivement, hein, comme je l'indiquais, que ces travaux sur le bien-être des jeunes a été initié donc par notre groupe de travail Connaissances et prospectives territoriales.
qui est composé de collègues des régions qui travaillent au sein de services connaissances et prospectives au sein des régions et qui eux-mêmes ont engagé depuis quelques années un certain nombre de travaux sur le bien-être et la qualité de vie. Et donc, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de vous en présenter justement euh, pas les résultats complets, mais enfin en tout cas de vous en dresser finalement une sorte de synthèse. Et donc, on va maintenant poursuivre nos échanges à travers la présentation de quelques travaux, à commencer par une étude réalisée en région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur en partenariat avec l'INSEE. Donc, je vais céder la parole à mes collègues de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et surtout à Monsieur l'ermite de la direction régionale de l'INSEE pour nous présenter en quelques minutes ces travaux qui, de la même manière, nous permettront ensuite de réagir. Et je remercie encore Mathieu et Olivier pour cette première présentation très éclairante sur l'état de santé mentale de nos jeunes et lycéennes et lycéens. Je vous passe la parole, Monsieur l'ermite, pour la présentation de cette étude que vous avez engagée en partenariat avec la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si On vous voit. vous me voyez et après, et vous voyez la présentation là. Non, pas encore. Ah oui, c'est bon, on voit la présentation. C'est bon? D'accord. Bon, si vous la voyez, c'est très bien. Donc, comme ça, je vais pouvoir la passer. Donc, oui, donc l'idée, c'était à la demande de nos partenaires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de vous présenter un petit peu le type de travaux qu'on a pu faire sur la mesure de la qualité de vie dans une approche territoriale dans la région. Le premier point, c'est de vous présenter rapidement les différentes approches qu'on peut avoir au niveau régional de qualité de vie, par enquête ou en approche multithématique avec un certain nombre d'indicateurs. C'est ça que je vais vous présenter plus en détail. Et puis après, quelques éléments de synthèse rapide. Donc, les différentes approches qu'on peut avoir de la qualité de vie, il y a des approches qui sont, entre guillemets, bien évidemment, subjectives. Donc, c'est le type d'approche qu'on peut avoir par enquête. Notamment, l'INSEE réalise une enquête tous les ans, l'enquête SRCV, statistique sur les ressources et les conditions de vie, qui permet de mesurer, entre autres, la satisfaction dans la vie des habitants en France. Et, ça permet également de regarder les mesures de privation, mais restons sur les questions de satisfaction, et donc ça permet d'avoir une approche par enquête au niveau national, et on va le voir quelques éléments au niveau régional, on va le voir ensuite. Et puis après, il y a des approches qu'on peut qualifier de objectives. Alors, c'est évidemment complètement impropre, mais ça signe une petite thématique. Ça veut dire qu'on est davantage sur les indicateurs qu'on mesure à côté. On n'est plus sur du ressenti individuel, mais sur des indicateurs qu'on peut mesurer, avec différentes possibilités d'illustrer le sujet, soit par des indicateurs synthétiques, un peu type indice de développement humain qui est le plus connu, donc qui a été promu par l'ONU notamment, ou en mode typologie, où on caractérise un petit peu les territoires suivant ces indicateurs, et c'est ce que je vais vous présenter plus tard. Donc, sur l'enquête SRCV, quelques éléments. Donc, l'enquête SRCV n'est pas exploitable en tant que telle à un niveau territorial fin. C'est une enquête qui est réalisée au niveau national avec un tirage d'échantillons national. Ceci dit, des travaux ont été faits au niveau de la direction générale de l'INSEE pour essayer d'alimenter un petit peu quelques réflexions régionales sur le sujet, en empilant sur 10 ans les résultats de l'enquête. Donc et ça se traduit de façon brute par la carte que vous voyez à l'écran. Donc cette carte-là explicite un petit peu les différences de satisfaction dans la vie exprimées par les habitants de chacun des départements. En gris, c'est quand il y a trop peu de réponses pour que ce soit significatif. Donc la question est simple, hein, en gros, c'est de noter la satisfaction que chacun a dans la vie, la majeure partie des gens notant entre 7 et 8. Et donc là, vous pouvez voir que plus c'est bleu foncé, plus vous êtes satisfait dans la vie. Ce sont les données brutes, ce ne sont pas des données qui sont redressées, par exemple, du type d'individu qui est enquêté, hein. En général, quand vous êtes riche et bien portant, vous vous sentez mieux dans la vie que vous êtes pauvre et en mauvaise santé. Mais voilà. Et si on corrigeait de ça, on pourrait avoir un élément
qui caractérise un petit peu plus les dimensions régionales que les seuls éléments bruts. On a fait également ce travail. La carte serait un peu différente. Je ne donnerai pas les chiffres pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur parce que cela pourra aller un petit peu à l'encontre des messages qu'on veut faire passer dans le coin, en disant que notre région est évidemment la plus belle et la meilleure, et où le bonheur est le plus élevé. Mais voilà. Donc ça, c'est une approche qui est subjective. Après, plusieurs types d'approches objectives peuvent être mises en place. Donc là, ça, je vous présente juste très rapidement ce qu'on a fait. Donc on regarde, on prend une approche qui est multithématique. On regarde un certain nombre d'indicateurs suivant des caractéristiques. Donc des caractéristiques du cadre de vie dans lequel se situent les habitants, donc d'un point de vue environnemental, d'un point de vue les questions d'emploi, de revenus, de logement et de conditions de vie au sens large, dont des conditions d'accès, des temps de trajet, etc. Ça, ce sont le type d'indicateurs qu'on peut avoir à un niveau fin, au niveau communal. Donc, soit on les mesure, soit on les calcule ou on les impute, mais qui permettent d'avoir un certain nombre d'éléments au niveau communal. Ce qui est important, c'est de voir comment on a retenu ces indicateurs. Donc, ces indicateurs, c'est à nouveau un travail national qui a été fait, qu'on a fait au niveau de l'INSEE, d'essayer de regarder par des modèles de régression, d'essayer d'expliquer un peu la satisfaction qu'on pouvait observer auparavant par des caractéristiques individuelles de logement ou des indicateurs de qualité territoriaux. On a retenu donc un certain nombre d'indicateurs et dans les dimensions dans lesquelles, on a enlevé ceux qui étaient trop collinaires, etc. Enfin bref, on a fait un petit travail là-dessus et par ailleurs, on a complété ces indicateurs pour quelques thèmes qui étaient moins couverts par ce qu'on avait trouvé. Et donc le type de résultats qu'on peut avoir, donc au niveau, et en regardant indicateur par indicateur par exemple, au niveau très régional, on peut classer donc un peu les atouts et les fragilités de la région. Donc quelques atouts de Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous pourrez noter l'ensoleillement, donc il y a un atout assez fort quand même. Question d'accès aux services, un bon accès aux services des personnes, notamment parce qu'on est dans une région qui est très urbaine, hein, donc ça facilite aussi l'accès aux services. Ça facilite aussi l'accès aux soins, donc on a une santé qui est, en tout cas, une espérance de vie qui est meilleure dans la région. Et à l'inverse, des fragilités, donc les classiques logement. En termes d'emploi, il y a un peu moins d'emploi, il y a un taux d'emploi qui est moins fort dans la région, un niveau de vie qui est un peu plus inégalitaire et puis après, quelques enjeux environnementaux. Il y a des atouts environnementaux, il y a aussi des fragilités comme la pollution. Donc ça, ce sont quelques indicateurs un peu macro où on peut positionner la région. Et on peut également positionner la région, donc là en photo, et ici après en évolution. Donc on peut regarder ce qui va dans le sens de l'amélioration, ce qui a pu sur une dizaine d'années. Donc ça c'est l'intérêt d'avoir ce type d'indicateur, c'est de pouvoir regarder en évolution ce qui a bougé, donc ce qui s'est amélioré au sens de la qualité de vie, ce qui s'est détérioré, et puis sur le deuxième axe, là où la région où l'évolution est plus favorable qu'en France, où elle est moins favorable. Et ça permet d'avoir des grands classements, et donc ça permet de se positionner. Donc ça, ce sont des éléments qu'on peut avoir au niveau régional, mais ce qui intéresse aussi voire plus, et donc ça permet, c'est ce qui se passe à un niveau plus local, et de voir un petit peu les contrastes qu'on peut avoir au niveau local. Et donc pour ça, plusieurs façons de faire. Il y a des typologies, donc c'est ce qu'on a travaillé avec la région, qui permet de caractériser un petit peu les forces et faiblesses de chaque type de territoire. Et donc, on a caractérisé les territoires par une typologie assez classique. Et il peut y avoir d'autres approches qui sont plus par des indicateurs synthétiques. Mais derrière les indicateurs synthétiques, donc, qui permettent de classer les territoires quelque part. Mais derrière ces indicateurs, il faut savoir à peu près ce qui a été mis dedans pour bien pouvoir les interpréter. Donc là, c'est typiquement le résultat qu'on a pu avoir dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où on a 6 profils d'intercommunalité qu'on a classés, avec premièrement des territoires qui sont denses sous pression avec un bon accès aux services,
Donc ça, ce sont les territoires que vous avez en bleu clair et foncé. En bleu clair, ce sont les deux métropoles, Aix-Marseille-Provence et Nice-Côte d'Azur, où on rajoute la dimension inégalité plus marquée. Et les territoires en bleu foncé, ce sont les territoires littoraux où le coût de l'immobilier est élevé. Et donc ça fait un ensemble avec deux sous-catégories. On a évidemment, comme partout, des territoires périurbains. Dans la région, ils sont plutôt aisés, mais avec des lieux de travail qui sont éloignés pour ses habitants. Et puis après, on a des territoires qui sont moins aisés, mais avec un accès plus facile au logement. Donc en gros, des prix de l'immobilier notamment qui sont plus faibles. Et donc en vert clair, donc ça c'est en vert. En vert clair, ce sont les territoires qui ont un cadre de vie qui est préservé mais éloigné des services. Et en vert plus foncé, des territoires qui cumulent davantage de difficultés, notamment des difficultés sociales et économiques. Et puis, dernière caractéristique, puisque en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a le mot Alpes, il y a des territoires de montagne qui sont très particuliers, qui ont un certain nombre d'atouts sur beaucoup de dimensions, mais qui ont un éloignement au service qui est plus marqué et qui caractérise de façon générale les territoires de montagne. Donc ça, c'est le type de choses qu'on peut regarder. Après, on peut aussi en faire, et ça peut être en termes de communication des choses qui peuvent servir, quelques éléments de synthèse en infographie. Donc, un petit camembert très rapide qui permet de positionner la région par rapport au reste du territoire national. Donc, on voit bien les aspects positifs en termes de santé, d'accès aux services et les fragilités en termes de niveau de vie environnementaux ou coût d'immobilier. On peut également le faire aussi au niveau territorial où on prend les marqueurs les plus importants de chaque type de territoire qu'on caractérise, par exemple sur le territoire périurbain en rose, où on montre que le point important, c'est en force, c'est que ce sont des niveaux de vie et des niveaux de vie plus élevés. En revanche, en fragilité, ce sont des trajets domicile-travail plus élevés. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire d'un point de vue très macro. Puis après, juste pour vous préciser, parce que ça, c'est très fruste, ce sont des choses qui synthétisent un petit peu les résultats qu'on peut trouver, mais on peut descendre à un niveau beaucoup plus fin. Donc tous les indicateurs que je vous ai montrés tout à l'heure, on a leur moyenne et leur dimension par type de territoire. Nous, on les a pas classés, on les a pas normés. On a laissé leurs chiffres, mais on pourrait aussi les normer, notamment si on fait un indicateur composite ensuite. Et puis, on peut éclairer plus loin. Donc là, je vais juste vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en annexe, où on peut aller un peu plus loin que ça, par exemple, sur la déclinaison des forces et des fragilités, par exemple, dans les territoires denses, qui ont un bon accès au service, mais une mortalité plus faible et une pression environnementale plus forte et des difficultés à se loger également plus importantes, avec un sous-focus sur les deux métropoles qui ont en plus en positif des offres de formation, emploi, culture plus importantes et une bonne insertion des jeunes, et à l'inverse, des inégalités sociales marquées et une congestion routière également plus forte. Bon, c'est le type de choses qu'on peut mesurer. Donc ça, ce sont des travaux qui ont été faits au niveau national et qu'on peut décliner et qu'on a décliné ici en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais qui ont pu être aussi déclinés dans d'autres régions voilà. Je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez des questions sur ces travaux. Merci à vous, Monsieur l'ermite. Anne-Sophie, est-ce qu'on a des questions sur le chat? Alors, pour l'instant, non. Pas de questions. Est-ce que peut-être des participants ont envie d'interroger notre collègue de l'INSEE sur ses travaux? Peut-être que des collègues de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'ils souhaitent, peuvent compléter. Peut-être une question du coup à M. Lermite pour savoir si il a regardé la relation entre ces indications territoriales et les écarts de satisfaction dans la vie. Ou est-ce que c'est à des mailles qui sont trop fines pour qu'on puisse utiliser SRCV? Oui, alors comme je disais, on a utilisé SRCV au niveau plus national pour essayer de décliner ça. Et après,
On peut le faire sur. Donc ça donne un élément un peu national. Au niveau plus local, il est difficile de descendre à un niveau très, très fin. En revanche, on peut voir par exemple que dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui est suffisamment grosse pour qu'on puisse avoir des résultats, oui, on est proche. Enfin, ce qu'on caractérise par indicateur est proche de ce qu'on peut voir comme réponse en termes de satisfaction dans la vie. Merci beaucoup. D'autres questions, Anne-Sophie? Alors, on a une question. Parmi les indicateurs mobilisés, y en a-t-il qui sont particulièrement discriminants d'un territoire à l'autre, par département par exemple, ou d'autres qui seraient particulièrement homogènes? Globalement, dans ceux qu'on a mobilisés, il n'y en a pas qui soient particulièrement homogènes. Il y a à chaque fois assez de discrimination, y compris pour les indicateurs de santé. En termes d'accès aux services de soins, évidemment, il y a des questions d'accès aux services, donc là, qui sont très discriminants suivant les territoires, sans surprise. Mais même en termes de résultats sur la santé et d'indice comparatif de mortalité, il y a quand même des différences assez notables entre les territoires. Donc, globalement, on a une typologie qui est dans la région, mais c'est peut-être aussi parce qu'on a une région qui est très peu homogène, en fait, des indicateurs qui sont discriminants. Oui. Merci. Il n'y a pas d'autres Pas d'autres questions? questions, non. Est-ce que Ah les si. Alors participants... attendez. Il suffit qu'on dise qu'il n'y a pas de questions. Le périmètre de la métropole de Nice-Côte d'Azur intègre des territoires de quasi-montagne, ce qui modifie sans doute les chiffres et la représentation cartographique. Coût de l'immobilier ou accès aux services, par exemple. Y a-t-il des possibilités d'analyse à des échelles plus réduites que le PCI? Oui, tout à fait. Tous les indicateurs dont on s'est servi sont disponibles au niveau communal. Donc, on pourrait le faire à un niveau effectivement plus fin. Le choix qui a été retenu en lien avec la région était de rester au niveau EPCI, puisque c'est là qu'il y a un certain nombre de politiques publiques, c'est à ce niveau-là qu'il y a un certain nombre de politiques publiques, y compris sont pensées, mais oui, on peut aller à un niveau plus fin que ça. Très bien. C'est tout. Anne-Sophie, En super. revanche, D'autres on peut aller à questions? un niveau plus fin. En revanche, ce qu'il faut, c'est que pardon, excusez-moi de rebondir, il faut que le zonage d'ensemble soit cohérent. Alors, soit c'est un zonage administratif qui correspond à des politiques publiques qui sont mises en place, soit c'est un zonage qui a un sens en termes d'analyse, soit de territoire, soit de population, enfin territoire, par exemple les bassins de vie ou des choses un peu comme ça. Mais il faut que le zonage ait un sens pour l'étude qu'on veut faire. Ça, de façon générale, c'est la première chose à se poser comme question. Ici, c'est l'EPCI qui a été choisi, mais voilà. En revanche, descendre complètement à la commune pour ce type, là, on peut séparer NCR, on peut regarder ce qui se passe dans les différentes communes de la métropole de Nice-Côte d'Azur, mais aller juste à la commune, enfin, qu'à la commune pour ce type d'analyse serait n'aurait probablement pas beaucoup de sens, puisqu'on perd un peu la dimension territoriale derrière et le fait que l'accès aux services ou un certain nombre de choses ne sont pas pensées qu'au niveau communal, mais à un niveau supracommunal. Il faut bien voir ces questions. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur l'ermite. Hein, c'était très clair et très intéressant. Je vais maintenant céder la parole à une autre collègue de la région Occitanie, Amélie Melin, qui est chargée d'études à la direction de l'information et du numérique. Hein, toujours un peu dans cet esprit d'illustrer, d'alimenter nos réflexions du webinaire de ce jour autour de la question du bien-être et de la qualité de vie. Donc, Amélie, je te cède la parole. Merci. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Donc, c'est la Parfaitement. diapo. Parfait. Donc, bonjour à tous. Je me présente, je suis Amélie Belin de la région Occitanie et je suis chargée d'études à la direction de l'information et du numérique.
Donc là, moi, je présenterai plutôt la démarche dans sa globalité et sans faire une présentation des résultats parce que ça date un peu et vous allez vite le remarquer. Donc, c'est vrai que la région Occitanie avait lancé une démarche d'évaluation de la qualité de vie en 2017 et l'a poursuivie jusqu'en 2020. À l'époque, en 2007, on avait inscrit dans un article du règlement intérieur la mesure de la qualité de vie des habitants au niveau des dispositifs d'évaluation. Donc, dans un premier temps, en 2018, on s'est intéressé au bien-être quantitatif des habitants. En fait, là, le but était de définir des indicateurs statistiques qui permettent de traduire la qualité de vie dans les territoires. Donc, on s'était inspiré du rapport publié par la commission Stiglitz de 2009, et qui recommandait une approche multidimensionnelle pour appréhender le bien-être et la qualité de vie de la population. Donc, ce travail a abouti à la présentation en assemblée plénière et à la publication d'un rapport qui s'intitulait « Regard statistique sur les dimensions du bien-être en Occitanie » et aussi d'une note INSEE analyse qu'on avait menée en partenariat avec l'INSEE Occitanie qui s'intitulait « Une qualité de vie contrastée selon les territoires en Occitanie ». Ce rapport région avait défini la qualité de vie en Occitanie grâce à 92 ou 94 indicateurs qui étaient organisés selon 5 thématiques et qui s'appuyaient sur un découpage propre à la région Occitanie qui avait été construit par l'Assemblée des territoires et qui étaient les bassins de vie vécus. Concernant les dimensions, les 5 dimensions relevées du matériel du financier, du professionnel, du sanitaire, du social et sociétal et de l'environnemental. Donc, grâce à ces indicateurs, il y a une typologie des bassins de vie vécus qui avait pu être représentée en cartographie. Et ensuite, en 2019, une autre approche a été initiée, l'approche qualitative. Donc là, parce que c'est vrai que l'évaluation de la qualité de vie, comme on l'a vu grâce aux différentes présentations, elle ne peut pas se réduire uniquement à une analyse des indicateurs stats quantitatifs. Donc, après cette approche multidimensionnelle, 2 travaux ont été lancés plus sur une approche participative. Donc, la première a été la consultation qui a été organisée en février-mars 2019. Et là, ce sont près de 500 habitants qui ont pu donner leur définition de la qualité de vie et les éléments qui y contribuent. Et ensuite, un second travail où un sondage a été réalisé entre avril et juin 2019, au cours duquel plus de 3000 habitants ont pu évaluer le niveau de qualité de vie qu'ils ressentent au quotidien. Et le but de ce dernier sondage était d'évaluer vraiment le niveau de bien-être en Occitanie en se rapprochant au plus près des réalités des territoires et aussi du vécu des habitants. Et donc là, ce travail qualitatif a abouti également à la présentation en assemblée plénière et à la publication d'un rapport qui se nomme « Regard sensible et qualitatif sur le bien-être en Occitanie ». Et enfin, je terminerai sur ça. Une dernière étape a été de compléter cette approche par la réalisation d'entretiens avec des chercheurs en sciences sociales de la région. Et si mes souvenirs sont bons, parce que ça date un petit peu, il y avait eu un universitaire qui avait pu traduire ces différents éléments de ces entretiens dans sa thèse sur ce sujet en 2021 ou un petit peu après. Et merci pour votre attention. Merci Amélie. Donc effectivement, des travaux qui illustrent aussi à un moment donné le besoin des régions de structurer de la connaissance. Et là, pour le coup, à l'issue des fusions de régions, on voit bien qu'il y a eu une nécessité de produire cette connaissance au profit des exécutifs régionaux. Et c'était aussi, j'imagine, dans ce cadre que ces travaux se sont engagés chez vous en Occitanie. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation, Anne-Sophie? Non, pas pour Pas dans l'instant. l'immédiat. Est-ce que des collègues ou des participants souhaitent avoir des éléments de précision? Alors, il y a une question. Oui, Pardon. vas-y, Sophie.
Pourquoi avoir arrêté? Bonne C'est question. une grande question. Est-ce que c'est vraiment arrêté ou est-ce que c'est simplement un C'est chantier peut-être qui en pause. Donc peut-être C'est vrai que effectivement la mise à jour des réflexions des... pour la suite? Oui, voilà. Après, je sais que la mise à jour des entretiens plutôt vraiment stats quantitatifs avait été actualisée tous les ans jusqu'en 2022 ou 2023. Et ensuite, il n'y a pas eu de sondage ou de nouvelles enquêtes initiées auprès des habitants. Mais peut-être prochainement. Ah, effectivement, ici, il faut aussi mesurer hein, le poids, les moyens qu'il faut dégager hein, pour ce type de travaux. Donc, les régions sont aussi amenées à faire des choix, j'imagine. Mais c'était très intéressant d'avoir ces éléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être? Pas de regret pour les participants et participantes? Très bien. Eh Merci. bien, je vous propose qu'on termine ce webinaire par une nouvelle présentation, une dernière présentation de nos collègues de la région Hauts-de-France. Grégory Marlier, hein, au service observation et prospective à la mission Agence Hauts-de-France 2020-2040, qui va donc nous présenter des travaux qui ont été conduits en Hauts-de-France sur la qualité de vie et le bien-être subjectif. Grégory, je te cède la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais essayer de partager le diaporama. Ça sera peut-être plus simple. Voilà. Tac. Je ne parviens pas à... Est-ce que tu veux qu'on s'en charge? C'est bon, Alors, vous c'est vrai avez que le diaporama à l'écran? ça bouge. Alors, on voit ton écran. Voilà, tu n'as plus qu'à Bon. l'élargir. Bien, bonjour à toutes Encore et à un tous. petit peu. C'est bon? En bas, là, tu sais, tu as une petite icône là pour avoir. Voilà, parfait. Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi de participer à ce webinaire. Donc, comme la collègue d'Occitanie, hein, je vais présenter un peu la démarche globale, un peu bien-être territorial en Hauts-de-France. Hein. L'idée, c'est de vous présenter comment on aborde un peu cette question-là. Donc, l'idée, c'est de vous présenter les différents travaux qu'on mène soit en régie, soit en partenariat, des démarches de territoire auxquelles on est impliqué et qui permettent finalement de voir un peu comment on aborde cet aspect du bien-être territorial en région. Je vais partir, mes deux premières slides sont vraiment en lien avec ce qui a été présenté précédemment, hein, le point de départ un peu de notre démarche à travers la commission Stiglitz-Senfitoussi, hein, et cette idée d'un bien-être qui est multidimensionnel hein, et ces approches un peu de qualité de vie. Et puis l'idée finalement de définir le bien-être territorial, comme Mathieu l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément une définition type retenue partout. Hein. L'idée ici, on a fait le choix de définir le bien-être territorial finalement, comme c'est précisé dans la commission Stiglitz, hein, avec ce croisement entre des déterminants objectifs, comme les conditions de vie, et donc c'est un peu cette mesure de la qualité de vie, et puis des éléments plus subjectifs sur finalement comment les habitants s'approprient ces enjeux de qualité de vie, comment ils se projettent aussi vers l'avenir, les questions de confiance et finalement ce à quoi on aspire. Et donc, on a aussi essayé par rapport à ces questions de bien-être territorial, finalement, d'avoir à chaque fois des indicateurs qu'on peut décliner à une échelle territoriale pour comparer la région et les territoires, parce que finalement, on sait que le territoire va influencer fortement les conditions de vie avec un impact sur le bien-être, et que les aménités du territoire contribuent à la qualité de vie au sein d'une zone géographique. Et puis, élément aussi important, finalement, c'est que ces indicateurs, ils sont au cœur des usages qu'on peut en faire en matière de politique publique. Et donc, le choix qu'on a fait, ce n'est pas forcément justement de choisir entre indicateurs composites ou indicateurs synthétiques ou tableau de bord ou subjectif ou objectif. L'idée, c'est vraiment de se dire finalement, il y a autant d'approches que d'usages possibles. Et donc, par rapport à ce qui a été montré tout à l'heure par Mathieu et Olivier, avec ce graphique sur les différents types de mesures du bien-être territorial, on a dans un premier temps en Hauts-de-France surtout d'abord travaillé sur les approches objectives, avec soit des indicateurs composites, soit des typologies de territoire. Et progressivement, notamment ces derniers mois, on essaie un peu de compléter ces approches par finalement des travaux autour du subjectif, avec notamment des démarches participatives avec des partenaires ou des enquêtes, on le verra tout à l'heure. Donc,
on est un peu finalement sur ces deux types d'approches en termes de travaux statistiques, objectifs ou subjectifs. Et donc, les premiers travaux qu'on a pu mener en région de France, c'est un peu sur la partie conditions de vie, hein, de la qualité de vie des habitants, avec notamment des travaux qu'on a menés autour de l'indice de développement humain, hein, qui croise 3 dimensions, le niveau de vie, l'éducation et la santé, donc des travaux qu'on actualise tous les ans. Donc là, je ne vais pas forcément revenir longuement sur les résultats, mais les Hauts-de-France sont la région avec le plus faible IDH, notamment sur les 3 dimensions éducation, santé et niveau de vie. Mais quand on regarde un peu l'évolution temporelle, la région apparaît dans une situation un peu de rattrapage, notamment sur les 3 dimensions de l'indice de développement humain. Et ce travail, il est décliné à une échelle territoriale. Donc vous avez ici la carte, hein, de la région de France. Donc là, on reprend ces 3 dimensions, on compare les communes les unes par rapport aux autres, on est sur une normalisation comparative. Et donc ici, plus bien la commune étant bleue, et plus on a un cumul des vulnérabilités sur les 3 dimensions, santé, éducation, niveau de vie, et plus la commune est en vert, et plus l'IDH est élevé comparé aux autres communes de la région. Donc vous voyez notamment des territoires en cumul de vulnérabilité, notamment sur l'ancien bassin minier, sur le Sambre-Vinot-Thiérache, et puis des territoires périurbains autour de Lille, Arras, Amiens, qui ont des IDH un peu plus élevés que la moyenne régionale. Donc on a ces travaux-là qu'on développe pour un peu essayer d'apprécier les disparités de développement humain au sein des territoires de la région. Et cette approche, elle peut être complétée pour avoir un peu une sorte de vulnérabilité des territoires. Et là, notamment, c'est un exemple de travail où on a repris l'indice de développement humain pour la dimension sociale et on a croisé l'IDH avec la richesse dégagée par les établissements sur les territoires, donc pour la dimension économique, et puis l'évolution de la population pour les aspects démographiques. Et l'idée, c'est un peu de croiser ces 3 types de vulnérabilité, économique, sociale et démographique. Et quand ici, on est sur l'échelle, donc une échelle de PCI, quand vous êtes sur un EPCI en gris foncé, on a un cumul de vulnérabilité sur ces 3 dimensions, économique, sociale et démographique. Ça veut dire que sur ces 3 dimensions, l'indicateur retenu est inférieur à la moyenne régionale. Et donc, on a 31 EPCI de la région, donc quasiment un tiers des EPCI de la région qui ont une variable sur ces 3 dimensions inférieure à la moyenne régionale. Et on retrouve notamment sur les territoires qui sont gris à la fois des territoires ruraux isolés et des territoires sur lesquels on a des outils de contractualisation avec les territoires. Donc l'idée un peu ici de ces travaux autour des indicateurs composites, c'est vraiment essayer ici d'identifier un peu des territoires à enjeu où on a des cumuls un peu de vulnérabilité, des cumuls d'enjeux en termes de conditions de vie des habitants. On a essayé de poursuivre un peu ce travail autour d'indicateurs composites à travers notamment des thématiques précises de la qualité de vie sur les territoires. Et ici, on peut, à titre d'illustration, c'était un travail qu'on a mené sur la fragilité numérique, avec à gauche une carte où on a construit un indicateur composite qui va agréger des facteurs de fragilité numérique, notamment en termes de public exposé autour d'enjeux d'électronisme, notamment les personnes âgées, les personnes demandeurs d'emploi, les personnes sans diplôme. Donc on voit ici, donc plus le territoire est en couleur foncée, et plus on a un cumul de vulnérabilité en termes de public exposé aux enjeux du numérique. Et à droite, un indice de fragilité numérique essentiellement sur les enjeux d'aménagement, où on a pris en compte l'accès à la fibre optique, l'accès à l'époque à la 4G, l'accès aux services publics. Plus vous êtes éloigné des services publics, plus vous pouvez être dépendant des enjeux numériques pour notamment réaliser des démarches dématérialisées. Et donc ici, plus vous êtes sur un bleu foncé, et plus le territoire est en fragilité numérique en termes d'aménagement. Ce qui est intéressant aussi finalement dans cette approche, c'est de montrer que ces 2 cartes, elles sont assez différentes, et que à gauche, on va surtout être sur des enjeux un peu d'accompagnement de public en difficulté, donc vraiment sur des enjeux structurels du territoire. Et à droite, on est davantage sur des politiques d'aménagement en termes de tiers-lieu numérique, en termes de déploiement de fibre optique ou en termes de services publics. Et on voit que finalement, sur la dimension qu'on prend, les politiques publiques derrière vont être assez différentes. Et donc là, c'est aussi un travail qui
est en cours d'actualisation. Donc là, on a d'abord une approche un peu indicateur composite qu'on a essayé un peu donc essentiellement sur les conditions de vie des habitants, qu'on a progressivement essayé de compléter sur les enjeux aménités offerts par les territoires. Donc là, on développe aussi sur les questions un peu bien-être territorial tout un ensemble de suivi de paniers d'équipements. Donc là, à titre d'illustration, un panier d'accessibilité au service public qu'on a repris en s'inspirant notamment des travaux de l'INSEE. Donc ici, c'est un panier type qui comprend 5 équipements, l'accès à la police gendarmerie, l'accès à la direction régionale départementale des finances publiques, l'accès à réseau Pôle emploi, l'accès aux maisons de justice et l'accès au bureau de poste, qu'on croise avec l'accès aux maisons France Service. Et plus ici, eh bien, le territoire est en couleur foncée, et plus le territoire donc, met en moyenne un temps d'accès, enfin la population met un temps d'accès plus élevé pour accéder en moyenne à ce panier d'équipements. Et donc finalement, quand on croise conditions de vie des habitants et aménités, accès aux équipements, on arrive à des travaux qu'on a pu développer sur la qualité de vie qui du coup rejoignent ce qui a été réalisé en région PACA et qui a été présenté tout à l'heure par l'INSEE, avec des travaux qu'on a menés donc ici avec les directions régionales de l'INSEE Hauts-de-France sur une typologie de la qualité de vie en Hauts-de-France. On a croisé la situation sociale des habitants au niveau de formation, revenus, avec les caractéristiques propres des espaces de vie eux-mêmes, la présence d'équipements de proximité, l'occupation du sol, la qualité de l'air. Donc là, l'idée n'était pas de positionner entre guillemets les territoires les uns par rapport aux autres, de faire un classement des territoires, mais plutôt de voir un peu les caractéristiques communes entre certains espaces et puis d'avoir cette double lecture, à la fois une situation à l'instant T et de voir sur 10 ans un peu comment ces territoires avaient évolué. Et donc, on peut dégager dans cette typologie 4 types de territoires. En gris, les territoires éloignés des équipements. En mauve, des territoires périurbains qui ont une situation sociale qui est plutôt plus favorable que la moyenne régionale. Des territoires en difficulté sociale, qui sont ceux que vous voyez en bleu à l'écran, puis des territoires urbains plutôt aisés, mais avec d'importantes inégalités en leur sein. Et un des messages qui était intéressant dans ce travail qu'on a mené avec l'INSEE, c'était de montrer que finalement, on avait des trajectoires qui témoignent globalement d'une accentuation des disparités territoriales entre les territoires périurbains les plus aisés d'une part et les territoires éloignés des équipements ou les pôles confrontés à des difficultés sociales ou à de fortes inégalités d'autre part. Et donc finalement, on voit un peu à travers cette typologie des espaces un peu à enjeux différenciés en matière de qualité de vie. Et sur la slide suivante, je ne montrerai pas toutes les typologies possibles, mais ici, sur les territoires isolés, vous retrouvez ici en gris foncé, finalement, beaucoup de territoires éloignés des grandes métropoles. 18 des 19 territoires de vie qui ont été étudiés dans cette typologie sont dans le département de l'Aisne. Et on voit finalement sur cette typologie beaucoup de territoires ruraux isolés. Et quand on est en gris foncé, cette typologie, eh bien, on a des territoires qui ont vu leur situation sociale se détériorer, notamment avec un taux de chômage de longue durée qui a augmenté, d'augmentation de jeunes non insérés. Et quand vous êtes sur du gris clair, eh bien, c'est un isolement croissant. C'est-à-dire que dans ces territoires-là, on a identifié une perte de généralistes ou de dentistes observés sur le territoire. Et globalement, sur ces territoires qui sont en gris foncé, eh bien, on a un temps d'accès au lieu de travail qui dépasse la demi-heure pour près de 3 actifs sur 10. C'est 4 points de plus que la moyenne régionale. Donc voilà un peu aussi en quoi ce type de typologie peut aussi nous être utile et complète un peu les indicateurs composites. Là, l'idée, c'était vraiment d'identifier un peu des territoires à enjeux différenciés pour voir un peu les politiques publiques derrière qui sont amenées sur ces territoires. Et ces travaux, aujourd'hui, on les mobilise notamment dans le cadre d'un chantier de prospective sur l'attractivité du littoral en Hauts-de-France, où on a repris ces travaux de l'INSEE pour identifier un peu des enjeux de qualité de vie, mais en superposant aussi finalement des enjeux de politique publique qu'on n'a pas forcément pu quantifier dans la typologie. Je pense notamment aux aspects autour de l'alimentation, notamment avec ici sur la carte un peu l'identification de territoires où des projets alimentaires territoriaux n'ont pas été initiés.
On a également fait apparaître les enjeux de développement humain, de fragilité numérique ou de qualité de l'air. Et l'idée, c'est un peu à travers finalement ce travail d'illustrer un peu les enjeux différenciés qu'on peut observer selon les territoires en termes d'aménité ou en termes de conditions de vie. Et ce travail, notamment dans le cadre un peu de cette démarche de prospective avec notamment les... On t'a perdu, Grégory, on t'entend plus. Est-ce que je suis seul à ne plus entendre Grégory? Non, non, t'es pas seul, hein. D'accord, Non, bon. Non, on a perdu Grégory, Léo, je pense. ça a coupé. Alors, est-ce que ça va pouvoir reprendre? Ouais, je vous entendais plus, moi. Ah bah voilà, ça y est, on te réentend. Du coup, je ne sais pas où Voilà, ici, on en était là. on était là. Ben voilà. Très bien. Et donc, du coup, ces travaux nous ont aidés à renouveler un peu la notion d'attractivité territoriale donc pour passer plutôt à un concept d'hospitalité territoriale, de bien-être territorial, avec finalement une question d'attractivité territoriale davantage tournée vers l'usage et l'usager du territoire. Et cette notion de prendre soin des habitants et du territoire, avec notamment tout ce qui se développe aujourd'hui autour de l'urbanisme du CARE. Donc là, c'est un peu tout ce qu'on a mené, on va dire, jusqu'à fin 2024. Et on a commencé un peu à explorer les enjeux de bien-être subjectif, de bien-être ressenti. Donc là, j'ai listé un peu des travaux nationaux qu'on mobilise un peu dans nos approches bien-être territoriales. Je pense notamment à ce qui a été présenté tout à l'heure avec l'enquête SRCV de l'INSEE, l'enquête Région de France sur le bien-être des lycéens, dont on essaie aussi d'exploiter les grands messages. Et puis, on a eu on va dire une première expérimentation de travail autour du bien-être subjectif en Hauts-de-France, avec notamment une enquête qu'on avait menée auprès de participants à un événement qui s'appelait Ecopos, qui était organisé par l'Université catholique de Lille, et qui était un événement autour des enjeux du futur, des enjeux de prospective, quelle était un peu la vision souhaitée des habitants des Hauts-de-France en termes de développement, de bien-être territorial. Et cette expérimentation, finalement, elle nous a aidé notamment à travailler avec des chercheurs d'un laboratoire qui s'appelle Anthropolab. Et ces chercheurs ont lancé un double panel, un panel donc avec notamment 900 habitants des Hauts-de-France, un panel national avec 1600 personnes. Et on va suivre ce panel autour de questions un peu qu'on a vu tout à l'heure sur le bien-être. Une partie du questionnaire reprend des questions des enquêtes du CIPREMAP, où on a complété avec des enjeux autour de l'accès aux équipements et la question aussi comment les gens se projetaient vers l'avenir, est-ce qu'ils se projettent en Hauts-de-France ou ailleurs, est-ce que vivre en Hauts-de-France c'est un atout ou pas sur les différentes dimensions. Donc là, c'est un travail qui est en cours. Enfin, les panels ont été interrogés une première fois il y a quelques semaines, et donc là, on est sur un travail avec les chercheurs d'Anthropolab à exploiter ces premiers résultats. Juste un peu en termes d'illustration sur l'enquête qu'on avait menée avec Ecopos sur des résultats qui avaient été mis en avant. On retrouvait pas mal de similarités avec ce qui a été présenté tout à l'heure, des différences entre hommes et femmes sur certaines thématiques, une satisfaction chez les femmes moins importante sur les questions sens de la vie, sentiment d'être en sécurité ou temps libre. Et ici, on voit des réponses qui peuvent être contrastées selon les âges. Vous voyez des réponses qui peuvent être assez différentes en termes de sécurité. En moyenne, les plus jeunes se sentent moins en sécurité. On voit des différences aussi en termes sur la question de logement, où les plus âgés sont davantage satisfaits de leurs conditions en termes de logement que les plus jeunes. Et puis, un message qui était intéressant dans l'enquête Ecopos et qu'on va essayer de développer dans le travail qu'on va mener avec le laboratoire Anthropolab, c'est des distinctions assez fortes entre la façon de se projeter à titre individuel et la façon de se projeter à titre collectif. On voit un plus grand optimisme à l'échelle individuelle que, entre guillemets, pour la société, notamment sur les enjeux autour du cadre de vie, du travail ou de la santé. Et sur ces questions un peu de bien-être territorial entre l'objectif et le subjectif, la région de France est impliquée dans une démarche qui est
animé par l'Agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole sur la mesure du bien-être territorial à l'échelle du SCOT de Lille Métropole, où l'idée était un peu de croiser justement ces deux approches, bien-être objectif, bien-être subjectif, et en associant les habitants dans on va dire, la mesure de ce qui compte en termes de bien-être. Et là, l'idée un peu de cette démarche, c'était aussi d'avoir, au-delà des indicateurs, d'avoir un peu une portée symbolique, d'avoir finalement un discours partagé, de créer un espace de dialogue entre eux pour mesurer ce qui compte en termes de bien-être territorial. Et donc, l'idée était avant tout de construire une sorte de référentiel du bien-être territorial. D'abord travailler avec l'ensemble des partenaires impliqués dans la démarche, des universitaires, les territoires de la métropole, les agences d'urbanisme, la région, le conseil de développement, et progressivement d'enrichir cette démarche avec les habitants, notamment des ateliers qui ont été menés dans des communes de la métropole. Et on a abouti à ce référentiel territorial qui définit le bien-être territorial à travers 3 grandes dimensions. Vivre dans un territoire, c'est avoir des liens d'attache plus ou moins forts à ce territoire qui vont se nourrir de l'expérience et des représentations de l'identité territoriale. La deuxième dimension, c'est vivre un peu dans une communauté de vie, entretenir des relations sociales, participer à la vie en société. Et puis une troisième dimension autour du territoire de vie. C'est quoi un territoire de vie en termes de bien-être? Eh bien, c'est s'y loger, s'y déplacer, y travailler, y étudier, y entreprendre, y pratiquer des activités en lien avec les équipements et les aménités que propose le territoire, leur qualité et leur accessibilité. Donc, on a un peu ce référentiel territorial qui alors, peut être ajusté en fonction des territoires, en fonction aussi de l'âge des participants. Et l'idée, c'est un peu d'avoir ce référentiel commun en termes de bien-être territorial pour créer du dialogue avec les territoires, pour voir aussi comment les projets s'intègrent un peu dans ces enjeux de bien-être territorial. Et notamment, ce travail va être utilisé aussi pour évaluer le SCOT de Lille Métropole. Et donc, on a aussi, dans le cadre de ce dispositif, mis en place un petit jeu de société qui permet aussi, à l'échelle d'autres territoires que celui de Lille Métropole, et bien de s'approprier un peu ces enjeux du bien-être territorial. Et bien évidemment, par rapport à la question des indicateurs, on a une trentaine d'indicateurs qui sont calculés à l'échelle des 133 communes du SCOT de Lille Métropole, qui permet aussi un peu de positionner les territoires par rapport à ce référentiel de bien-être territorial. Et alors, l'un des messages que je trouvais aussi intéressant par rapport à ces questions du bien-être territorial, c'est que on a croisé les différentes expériences qui ont été menées sur les territoires à partir de ce référentiel. Et on a souvent à chaque fois 3 dimensions qui reviennent systématiquement, quel que soit le profil du territoire sur lequel on a eu la démarche participative à travers ce référentiel. Ces 3 dimensions, ces 3 messages, c'est quoi? C'est l'importance d'avoir une mixité sociale et générationnelle sur le territoire, l'importance d'avoir des lieux de rencontre et de convivialité pour créer du lien social, et puis le troisième message, l'importance des commerces et des services de proximité. Et donc, quel que soit le profil de la commune sur laquelle les ateliers ont eu lieu, on retrouve à chaque fois ces 3 dimensions du bien-être territorial qui ont été mises en avant. Alors, juste pour terminer, un peu un panorama des usages un peu de ces démarches un peu de bien-être territorial. Les indicateurs que je vous ai montrés, ils sont largement utilisés dans le suivi du développement régional, notamment dans le système de suivi du SRADET et du développement territorial. Ils sont suivis dans ce qu'on appelle NOURES 3, qui est un peu la stratégie de développement économique de la région. Et donc, ces indicateurs sont repris pour voir un peu l'évolution du territoire régional. Et puis, notamment par rapport à tout ce qui est indice de développement humain et ses croisements, on les a utilisés notamment dans le cadre de la loi orientation mobilité pour identifier des territoires à enjeu en termes de mobilité solidaire. Des travaux qui ont été repris notamment dans le cadre des démarches de prospective autour des enjeux du territoire, de l'attractivité du territoire. Et puis, très largement, on va dire, l'approche bien-être territorial a été repris dans le SRADET des Hauts-de-France, avec notamment un parti pris du SRADET qui s'appelle un quotidien réinventé s'appuyant sur de nouvelles proximités et sur une qualité de vie accrue, qui reprend un peu la démarche qualité de vie, bien-être qu'on
ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Eh bien, Grégory, merci beaucoup pour cette belle présentation. Je vais me tourner vers Anne-Sophie pour savoir si des questions ont été éventuellement posées sur le chat. Oui, il y a une question. À quelle date ont été faites les études de qualité de vie pour mesurer les évolutions? Alors, l'étude est sortie en 2022 et on a fait un comparatif sur la période 2008-2018. Donc, ce qui fait qu'on avait on a deux typologies qu'on a superposées. La typologie, on va dire avec les données de 2018 des territoires des Hauts-de-France, et puis ces indicateurs-là calculés sur 10 ans pour voir un peu voilà, on va dire à la fois les disparités à l'instant T et puis voir finalement comment aussi ces territoires avaient évolué sur 10 ans. Très bien, d'autres Merci. questions? Non. Est-ce que d'autres participants ont envie de poser des questions, soit via le chat, soit par l'intermédiaire en direct du lien classique? Non. Sans regret. Très bien. Ça veut dire, Grégory, que ta présentation était tout à fait claire et sans besoin de précision. Il me reste à clôturer ce webinaire, ce webinaire, et je tiens vraiment à remercier chaleureusement nos intervenantes, nos intervenants pour la qualité, la richesse des présentations, hein, qui est aussi l'illustration de ce groupe de travail que nous avons le plaisir de co-animer avec Jean-Baptiste Chabert de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci également évidemment aux nombreux participantes et participants de ce webinaire, parce qu'on a évidemment eu une première qui est plutôt un succès en participation. Alors, je vois une main levée, peut-être laisser la personne intervenir. Allez-y, et puis après, on clôturera. Ah. C'est Anne-Claire. C'était Oui, juste Anne-Claire, avant vas-y. cette clôture, si on peut se dire que les membres du groupe de travail, justement, on reste un petit peu après que tu aies clôturé pour se faire un débriefing tout de suite sur le webinaire, si c'est possible. Alors, on verra. On aura l'occasion de se caler à d'autres réunions de débriefing là-dessus. Donc, je clôture définitivement cet atelier, ce webinaire, en vous disant, donc en vous remerciant une nouvelle fois à chacune et chacun de votre participation, parce que ça a été un beau succès pour cette première. C'était pour nous une première. On espère que ça va marquer le début justement d'une série d'échanges autour de travaux qui sont menés par les régions. Comme vous l'avez compris, il y a de nombreuses études, analyses qui méritent d'être mises en lumière et qui sont réalisées par les équipes des régions justement en charge de la prospective et de la connaissance territoriale. Donc on va justement, alors peut-être pas tout de suite, Claire, on va se donner un peu de temps pour justement faire un retour d'expérience de ce premier webinaire et ensuite voir comment on peut se retourner vers l'ensemble des participantes et des participants pour renouveler l'exercice. Donc encore une fois, un grand merci pour votre engagement, pour l'intérêt que vous avez porté à ces travaux. Et donc, on aura évidemment l'occasion de vous proposer d'autres séquences et d'autres rendez-vous sur ces beaux sujets qui concernent nos territoires. Merci à toutes et tous et à très bientôt.